superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, Gaza, toujours l'armée israélienne. Oui, mais attention, on a changé de phase. La phase 1, c'était les bombardements. Ça se poursuit, mais bon, c'était la première phase. La deuxième phase, c'était envahir de manière terrestre Gaza, une partie de Gaza, des incursions terrestres. C'est fait. On est rendu à la phase 3 maintenant. Et donc, l'armée israélienne est dans les souterrains. Et on n'en parle pas beaucoup. C'est les autorités israéliennes qui l'ont dit. Oui, nos soldats sont dans les souterrains. Il y a des combats dans les souterrains, mais évidemment, c'est pas vraiment ce qui se passe. Parce que c'est des combats qui sont, on sait, acharnés. C'est des combats très, très durs. Et donc, il y a vraiment un brouillard en ce moment d'informations sur le terrain. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a des informations qui disent que les chars d'assaut ont quasiment traversé tout Gaza dans la largeur. Puis donc, des combats sont menés en ce moment. Combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Netanyahou avait dit que ce serait très long. Mais là, on touche la Hamas. Là, on vise la cible. Ah oui, on est dans les souterrains. Oui, on touche la cible. Malheureusement, probablement aussi des otages qui sont dans les souterrains. Mais on est dans les souterrains, en effet. Et j'ai une pensée pour les pauvres soldats israéliens qui sont là-dedans. Là. C'est pas l'Iran... Et des otages. Oui, absolument. L'Iran, un régime nazi? Ben non. C'est Netanyahou qui a été déclaré que l'Iran était un régime nazi. C'est un régime totalitaire, religieux. C'est pas des gens que j'aime du tout, mais c'est pas des nazis. Ils ont pas, il y a pas de solution finale pour eux. Ils ont pas exterminé les Juifs. Il y a des Juifs qui vivent en Iran. C'est pas du tout le même ordre d'esprit. Et le problème là, c'est que Netanyahou et son gouvernement essaient de faire une équivalence entre la guerre qu'ils mènent en ce moment et la Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne. Et d'ailleurs, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies a eu le mauvais goût de se présenter au Conseil de sécurité avec une étoile juive jaune qui s'était lui-même mise sur le veston. Ben, tu sais quoi? Les membres permanents qui sont là, l'Angleterre, la France, les États-Unis, même la Chine, la Russie, ben, ils ont tous lutté contre le régime nazi. Et la Russie a perdu des dizaines de millions d'hommes, les États-Unis, presque 1 million. Non, mais tu as vu les étoiles de David peintes sur les maisons. Ils se sont battus contre ça. Ah, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire que les Juifs eux-mêmes se mettent ça sur eux, moi, je me garderais une petite gêne, là, quand même. Mais ça dépend. Face aux pays arabes, c'est un peu le cas, là. On vise les Juifs. Écoute, les appels à la haine et au meurtre de Juifs, ça fait longtemps. Écoute, c'est pas je nous, suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais pas au Conseil de sécurité. Puis viens pas me dire que c'est le régime nazi. En fait, ils en ont contre Israël. Pas exactement contre les Juifs eux-mêmes. C'est pas la même chose. Et dans les pays arabes, quand tu voyages là, ils vont te dire Israël. Puis tu vas souvent rencontrer des Juifs qui vivent là. Ils sont pas très aimés. On est d'accord. Mais il y a personne qui parle de les exterminer. Alors, je n'ai entendu dans les manifestations, il y a des gens morts aux Juifs. Tu sais, Loïc, ça dérape. Là. Ça dérape et on veut pas le dire parce qu'on veut pas s'antagoniser. Moi, je suis d'accord. Faut pas que ça dérape. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a l'opinion publique mondiale est en train d'être perdue par Israël. Puis ça vient beaucoup, on en a parlé hier, ça vient beaucoup du Hamas et puis ça vient beaucoup de l'Iran, etc. Il y a beaucoup de gens qui poussent, puis les réseaux sociaux, ça va dans ce sens-là. C'est devenu effectivement quelque chose de complètement irrationnel. Puis c'était depuis longtemps latent, c'était là, mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Benoît. C'est juste que je veux dire, attends, là, on n'est pas face à Hitler, là, c'est pas la même chose. Allons ailleurs, le Sénat français, ça va faire du bien d'entendre ça, qui adopte une proposition de projet de loi pour interdire quoi? Pour interdire les mots en yel, pour interdire toute cette espèce de neutralisation du langage. Et en fait, hier, Macron a fait un discours où il a dit, avec justesse, écoutez, le neutre, ça existe en français. C'est le masculin qui prend, c'est le neutre prend la forme du masculin.
Et tu sais, le fond du problème, c'est, je pense, enfin, le fond du problème, une des raisons pour lesquelles on a ce problème-là, c'est que toi et moi, on s'est fait dire par des professeurs paresseux, le masculin l'emporte sur le féminin. Je suis sûr que tu as entendu ça dans ta vie. Ouais. C'est pas ça la règle. Ouais. Mais c'est pas la règle. Ça, c'est une façon paresseuse d'expliquer la règle. La règle, en réalité, c'est que le féminin transforme le masculin, ce qui est beaucoup plus joli d'ailleurs. Et le masculin devient un neutre à ce moment-là. Et on devrait l'analyser comme étant un neutre dans une phrase où il y a deux genres. Mais ça, là, c'est très difficile à comprendre pour certaines personnes et ça dénature pas du tout la langue. Ça a toujours été comme ça vient du latin. Il faut qu'on explique d'où ça vient. Parce que, disent les sénateurs, ça dénature la langue. Et dit Macron, ça dénature la langue. Mettre des points, E-L, E-N-T, etc. Ça marche pas. Ça alourdit. Et c'est une mauvaise compréhension fondamentale de la langue. Alors, le Sénat fait la proposition de ça. Ça doit être passé à l'Assemblée nationale comme tel. Est-ce que les députés vont voter là-dessus? Ça se pourrait. C'est pas passé à l'unanimité, mais avec une très, très, très forte majorité quand même au Sénat français. Ça ne passerait pas à l'Hôtel de Ville de Montréal, là. Tu te souviens, en pleine crise de la pandémie... Oui, mais écoute, Madame Plante n'est pas la personne qui parle le mieux français parmi nos politiciens. Je pense qu'elle parle pas mal français même. C'est un peu honteux de l'écouter. Et c'est pas une femme non plus qui défend le français. On sait qu'elle a une tendance à parler anglais constamment, qui est assez... Qui est assez dommage. Oui. Elle est fière de son anglais. Ouais, c'est ça. Elle pense que ça lui donne quelque chose de plus de parler anglais comme ça en public. Ouais, une preuve d'aplaventrisme plus souvent qu'autrement. Mais tu sais, Benoît, toi et moi, on parle très bien anglais. Puis il y a plein de gens qui parlent très bien anglais. Puis c'est drôle, hein. On prononce pas de mots anglais, ou le moins possible. Je dis pas que je parle parfaitement français, mais je fais un effort. Tu sais. Pourquoi est-ce que Mme Plante fait pas d'effort pour bien parler français? J'aimerais bien savoir. Ça s'adresse pas qu'à elle, ça s'adresse à d'autres politiciens. Sais-tu à qui ça s'adresse aussi? Je vais te le dire, aux comédiens. Sais-tu comment on reconnaît un comédien à l'université? Quelqu'un qui est dans une faculté de théâtre, c'est la personne qui parle le moins bien à l'université. Je sais qu'il y a des gens qui m'aimeront pas parce que je dis ça, mais c'est ça. Ceux qui massacrent le plus le français, malheureusement, sont les gens qui étudient en théâtre. Et pourtant, ils savent très bien parler aussi. Et qui s'intéresse à la culture. Puis la culture passe par le langage. Oui. Un petit peu. Puis je te parle pas d'une question d'accent. Tu sais, d'avoir une prononciation claire, d'avoir une bonne syntaxe, d'avoir du vocabulaire, de pas constamment utiliser des mots anglais. Ben, regarde, qui devrait faire beaucoup, ça? Qui fait ça? T'en demandes beaucoup ce midi, Loïc. Tu sais, Victor Hugo, à 80 ans, disait... Maintenant, je connais la langue française. Pour nous dire, ça prend du temps à apprendre une langue, ça prend du temps bien la parler. Puis, il faut se donner le droit de commettre des erreurs. Tout le monde a le droit de faire ça. Mais c'est une entreprise de perfectionnement pendant toute sa vie, je crois. Pour n'importe quelle langue. Selon Léon Cooperman, la place de Donald Trump est où? En prison. Et ce type-là, c'est un milliardaire qui a fait son argent dans la finance et c'est un contributeur du Parti républicain. Il donne beaucoup d'argent au Parti républicain. On a dit, écoutez, je vais vous avouer quelque chose, à la dernière élection, en 2020, j'ai voté pour Joe Biden. J'ai pas aimé ça, mais j'ai été obligé de faire ça. Et Donald Trump est dangereux. Il est dangereux pour les États-Unis, il est dangereux pour le monde. On peut pas voter pour ce type-là. C'est vraiment très, très dangereux. L'alternative est pas très guère mieux, mais elle est mieux. Donc, il faut voter pour lui. Et c'est important parce que il y a pas beaucoup de financiers du Parti républicain qui sortent en disant ça. Mais lui a le courage de le sortir. Et c'est peut-être un signe aussi. OK. Ouais. Et la Corée du Nord, avant qu'on se quitte. La Corée du Nord, ça va mal. Elle vient de fermer ses ambassades en Ouganda et en Angola. Puis on pense qu'elle va fermer ses ambassades dans une dizaine d'autres pays africains. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes d'argent et donc ça coûte très cher entretenir des ambassades à l'étranger. Alors, ils sont en train de fermer leurs ambassades à travers le monde. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je te garde ça pour la fin. Loïc Tassé, merci. À demain. Salut, à demain.